Le Congo ne tombera jamais. Il faut essayer de comprendre comment se fait-il qu'on en parte et qu'on soit remplacé au moment où ils sont en train de se développer et de prendre une puissance très importante pour le futur. Comment se fait-il qu'avec la position que nous avions en Afrique, avec cette importance stratégique pour la France que représente l'Afrique, qui était notre débouché naturel pendant tant d'années, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on soit chassé dans certains pays, on soit très mal dans d'autres? Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe aujourd'hui qu'on est vraiment dans une rupture de type décolonisation, avec l'espace francophone en particulier. C'est-à-dire que la décolonisation des années 60, à part le cas de la Guinée, n'a pas été une vraie rupture. Mais aujourd'hui, on est dans une rupture systémique et qui s'explique en partie par le facteur démographique. Tout le monde oublie la démographie, mais l'Afrique en général, l'Afrique de l'Ouest en particulier, c'est plus de 70% de la population à moins de 35 ans. Si vous comparez à la pyramide démographique de la France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les plus de 35 ans font 60% en France. Donc on a une évolution qui est complètement divergente d'un point de vue démographique. Et ça a des conséquences lourdes. Ça a des conséquences lourdes parce que les facteurs psychologiques des opinions publiques sont complètement opposés. Quand vous avez une opinion publique jeune, elle se projette facilement dans le temps et dans l'espace. Quand vous avez une opinion publique vieillissante, elle est gouvernée par ses peurs. Et nos politiques en France l'ont bien compris, ils ne jouent que là-dessus, et donc ça provoque un repli mortifère. Sauvons l'Afrique. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que derrière, il y a des conséquences très concrètes. Il y a une mesure qui est passée quasiment inaperçue, que tout le monde a oubliée, mais qui est majeure. C'est que lorsque Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, il a transféré la compétence des visas du ministère des Affaires étrangères au ministère de l'Intérieur. Oui. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne soit élu, le visa était un moyen de politique étrangère de la France, c'est-à-dire une façon de rayonner dans le monde. À partir du moment où vous transférez au ministère de l'Intérieur, c'est une façon de se replier sur le territoire national et de perdre toute ambition de rayonnement. Et ça a des conséquences terribles. D'abord, les Africains nous le reprochent, très clairement. Le sujet des visas est un irritant systémique dans nos relations avec l'espace francophone en particulier. Avec le Maghreb, on peut élargir avec le Maghreb. Je m'excuse d'interrompre, mais il n'y a pas que là, parce que cette affaire des visas, ça pose des problèmes partout. Oui, non, c'est partout, hein, sans parler des dérives que l'on a connues, qu'on ne connaissait pas avant. Et donc on a complètement transformé, c'est qu'on ne se projette plus dans le monde, on n'a plus l'ambition d'exister dans le monde. Alors après, tout le monde n'est pas obligé de partager nos valeurs, mais au moins on avait jusqu'à présent cette ambition-là, et vraiment c'est très symptomatique le cas des visas. Et puis il y a une perception que la France a, elle est perçue en Afrique comme étant vraiment un pays qui se replie et qui aime de moins en moins les autres. La loi séparatisme a été très très mal perçue en Afrique, très très mal perçue. La dernière loi qui vient d'être votée sur l'immigration, également. Je parle de perception, je ne parle pas du fond de ces lois-là, c'est la façon dont c'est perçu. Et le message que les Africains reçoivent de la France, à travers ces lois notamment, c'est « on n'a plus envie de vous ». Et qu'est-ce qu'on a en retour sur le continent africain? Si vous n'avez plus envie de nous, nous, on a de moins en moins envie de vous. Et puis, il y a un autre facteur, au-delà de la démographie, qui est très important, qu'il faut intégrer, c'est qu'aujourd'hui, dans une société connectée, dans un monde connecté, l'Afrique est totalement connectée. Elle est connectée, vous voyagez en Afrique, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Donc il y a un flux d'informations qui permet à chaque Africain déjà de nourrir sa réflexion et d'aller contester le discours officiel français. Alors parfois manipulé, parfois pas très sincère, mais il y a cette capacité à dire « Ah oui, mais attention, ce que vous dites à l'un, vous ne dites pas la même chose à l'autre. » Et on n'est pas attentif à ça. Et il y a un autre point qu'il faut prendre en compte dans la connexion du monde, c'est qu'on est dans l'émotionnel. C'est que désormais, la connexion au monde via les réseaux sociaux surstimule notre sphère émotionnelle. Et toutes les relations sont émotionnelles. Et il faut le prendre en compte dans la parole prononcée, et notamment dans la parole institutionnelle. Il faut éviter tout type de réaction. Il faut surtout éviter d'être émotionnel, puisque vous surstimulez ça. Et il y a aussi cet aspect-là qui fait qu'en particulier, Emmanuel Macron est mal perçu dans ses réactions, dans ses propos, parce que là, dans la sphère émotionnelle, alors là, il suscite des réactions extrêmement virulentes sur les réseaux sociaux africains. Donc ce facteur démographique, cette connexion digitale au monde et sur les réseaux sociaux font qu'on a une évolution divergente entre le continent africain et la France, mais l'Europe en général. Et que personne, en tout cas dans la sphère dirigeante française, n'a compris que nous devions faire un effort de reprogrammation
de notre relation à l'espace francophone? Parce que vous évoquez un certain nombre de raisons, mais est-ce qu'on n'a pas aussi un problème? C'est que nos élites, et en particulier nos présidents, il faut bien le dire, depuis Nicolas Sarkozy, en définitive, ne connaissent pas et n'aiment pas l'Afrique. Ils ne la connaissent pas, alors même si le président Macron a fait son stage de l'ENA à Abuja, et puis c'est pas ça qui vous permet de connaître l'Afrique. Donc de toute façon, vous avez une expérience, ça ne fait pas de vous un connaisseur de l'Afrique. Mais je pense qu'au-delà des dirigeants qui effectivement ne connaissent pas l'Afrique, n'en ont peu ou pas d'expérience, est-ce qu'ils l'aiment, qu'ils l'aiment pas? C'est vrai que parfois, certaines attitudes laissent penser qu'ils n'ont pas une appétence particulière pour ce continent. Mais il y a un autre facteur qui est très important, c'est qu'une relation d'une aire géographique à une autre aire géographique, ça se fait par les êtres humains. Le nombre de coopérants français entre 1990 et aujourd'hui était divisé par 15 sur le continent africain. Il y a de moins en moins d'échanges d'êtres humains, il y a de moins en moins d'expatriés en Afrique subsaharienne. Nos militaires aujourd'hui ne sont pas des coopérants, mais sont des compagnies tournantes qui font 4 mois dans les OPEX, mais qui ne s'installent pas, donc qui n'ont pas cette... Ils ne fraternisent pas avec la population. Et puis, ça, c'est le grand problème. Et même si nous avons, et c'est heureux, nous avons encore des flux d'Africains, d'étudiants ou de travailleurs qui viennent en Europe, mais on leur envoie un message de « vous êtes de moins en moins les bienvenus ». Donc cette relation humaine qui fait le sel d'une relation entre deux espaces géographiques, elle s'étiole depuis longtemps, depuis très longtemps. Et si on ne réinvestit pas dans l'humain, parce que c'est ça qui crée la relation, eh bien, on va perdre le fil, et on est vraiment en train de le perdre. Quand vous parlez des étudiants, par exemple, bon, au-delà du fait des difficultés, parce que nous, on a eu tendance à regarder les étudiants comme des migrants déguisés, alors qu'il y en a, bien sûr, il y en a, mais c'est pas la majorité, loin de là, hein, et qu'on n'a fait aucun effort pour séparer le bon grain de l'ivraie, je dirais. Hein. Mais moi, ce qui me paraît encore beaucoup plus grave là-dedans, c'est que cette politique a fait que les étudiants africains des pays francophones vont aujourd'hui aux États-Unis, vont en Russie, vont en Chine, vont à Singapour, et puis ils viennent plus chez nous. Or, pour le futur, un étudiant qui a fait des études supérieures, à qui il s'adresse dans sa vie professionnelle? De préférence aux gens avec qui il a travaillé quand il a appris. Donc, c'est-à-dire que si vous avez été aux États-Unis, vous avez des liens avec les Américains. Si vous avez été en Chine, des liens avec les Chinois. Mais si vous n'avez pas été en France, il n'y a pas de lien avec les Français. C'est sûr que... Donc on est en train de perdre pied dans les élites. On crée vraiment toutes les conditions pour couper le lien, en fait. Parce que justement, effectivement, vous le disiez, un étudiant africain qui fait ses études en France, ça crée un lien presque indéfectible. Mais exactement. Ça n'empêche que chacun a son identité, sa culture, que parfois on se parle franchement, mais ça crée un lien indéfectible. C'est fondamental. Et on l'a vu l'été dernier, suite au coup d'État au Niger. La France a pris une décision, pardonnez-moi le mot, mais totalement stupide, en ne délivrant pas les visas aux 400 étudiants nigériens qui attendaient leur visa pour venir en France. C'est-à-dire qu'on a doublement sanctionné des gens qui avaient une appétence pour la France, dans une relation difficile avec les putschistes. Au contraire, on aurait dû mettre en place une procédure totalement dérogatoire pour leur faciliter l'obtention de leur visa et leur accueil en France. Parce que ces gens-là, c'est eux qui vont construire la relation entre la France et le Niger de demain. Et on a mis tout le monde dans le même panier. On a dit, puisque la junte est méchante avec nous, nous a demandé de partir, puisqu'ils ont cassé une partie de notre ambassade, nous ne délivrerons pas de visa. Et on a fait la même chose au Burkina Faso et au Mali. Inutile de vous dire que, franchement, on voudrait rompre avec l'Afrique qu'on ne ferait pas différemment. Le pays qui vient de rafler la mise, c'est le Maroc, puisque le Maroc vient de passer un accord de coopération économique entre les 3 pays concernés, le Niger, le Mali et le Burkina Faso et le Maroc, pour étendre les liens économiques et faire du Maroc le point qui permettra à ces 3 pays d'avoir un accès à l'océan Atlantique, par le sud. On est en train de perdre pied, mais pire encore, ce sont un pays qui était allié de la France, qui est maintenant brouillé avec la France, un de plus. Comment notre diplomatie et la politique française, comment on peut arriver à faire de pareilles erreurs? Ça paraît incroyable. Je parlais de reprogrammation de notre relation avec, en particulier l'espace francophone, parce que c'est ce lien particulier qu'on a avec l'Afrique, c'est avec l'espace francophone. Pourtant, le président de la République, en 2019, lors de la conférence des ambassadeurs, avait eu un propos très intéressant. Il avait dit, et je pense que c'est le point de départ de la réforme de notre relation avec l'Afrique, il disait c'est la fin de l'hégémonie de l'Occident. Oui. Il a raison.
Oui, Il bien a sûr raison. qu'il a raison là-dessus. c'est clair. Et moi, je vais plus loin. Je dis, nous occidentaux, nous avons confondu hégémonie et universalisme. Au prétexte que nous étions hégémoniques, nous avons dit nos valeurs sont universelles. Je partage tout à fait votre point de Sauvons l'Afrique. vue parce que c'est un problème fondamental. Et donc, nous avons une position de surplomb vis-à-vis du monde entier, de l'Afrique en particulier. Sauf que l'Afrique ne l'accepte plus. Et cette position de surplomb, il va falloir l'abandonner. C'est-à-dire que désormais, nous sommes des partenaires, nous entendons. Nous sommes égaux. Exactement, nous nous entendons pas. Nous devons mettre dans le partenariat ce qui appartient à l'autre, ce qui nous appartient. C'est ça un partenariat. Mais cette position de surplomb, il faut absolument s'en départir. Parce qu'aujourd'hui, nos interlocuteurs africains disent ça, c'est plus possible. La colonisation, c'est terminé. C'est ce qu'ils nous disent. Donc cette position de surplomb, elle a vraiment besoin d'être abandonnée. Mais il y a un autre point aussi qui est lié à la connectivité, à l'accès à l'information, c'est notre politique de double standard. Elle est plus supportée en Afrique, plus du tout. Le coup d'État au Tchad, c'est très bien. Le fils d'Éby prend le pouvoir, c'est un coup d'État, puisqu'il suspend les institutions. Avec l'accord des Français. Avec l'accord des Français, avec la présence du président. Qui légitime. Exactement, qui va aux Exactement, obsèques qui du père, mais qui légitime le coup légitime d'État en allant sur Et place. puis, vous faites 1500-2000 km vers l'ouest, vous allez au Mali, et puis là, vous dites, ah bah non, le coup d'État, c'est pas bien, la junte n'a aucune légitimité, c'était les propos de Jean-Yves Le Drian. Et puis, quand il y a le coup d'État au Niger, plutôt que de dire, en fait, c'est pas nos affaires, on observe, on peut émettre, vous savez, il y a un langage diplomatique qui utilise la langue de bois, c'est très utile la langue de bois quand justement c'est sensible et qu'on n'a pas besoin de prendre parti. Et de dire, c'est une affaire intérieure aux Nigériens et on ne prend pas parti. On a pris parti. Et on a pris parti en plus avec une analyse simpliste qui consistait à dire, parce qu'on traite l'Afrique de manière très simpliste, et Mohamed Bazoum a été un président élu démocratiquement, il a été élu démocratiquement, ça se discute. Oui, alors j'allais vous dire, Oui. parce que Mohamed Bazoum, quand il a été élu avec le président Issoufou, qui était le président en place, qui a tout fait, entre guillemets, pour qu'il soit élu. Hein, et c'est pour ça qu'il faut être, et sachant, excusez-moi, et sachant également, je précise pour nos auditeurs, parce qu'ils ne le savent pas forcément, c'est que la population au Niger, il y a quand même les gens du Sud et les gens du Nord. Hein, Bazoum est un Arabe. Donc c'était quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un du Nord, et ça avait été très très mal vécu par tous les gens du Sud, qui considèrent que légitimement le pouvoir leur appartient, puisqu'ils sont majoritaires en population. Et je pense que il faut savoir tout ça. Donc réagir comme on a réagi, c'était refuser de voir une réalité interne, mais qui était un problème interne qui n'est pas le nôtre. Exactement, et une complexité de la situation qui aurait dû nous inviter à beaucoup plus de prudence. Donc, en plus, on s'est entêté sur une position qui a provoqué. En plus, ça a été ridicule, parce que le départ on a menacé et on pouvait rien faire. Résultat, du coup, on est parti. Donc, départ des troupes françaises, départ de l'ambassadeur. L'ambassadeur qui est parti. C'est pareil, quand les autorités maliennes ont déclaré notre ambassadeur persona non grata, on a appliqué les usages diplomatiques, c'est qu'on rappelle notre ambassadeur. Pourquoi au Niger, nous sommes montés sur nos ergots en disant il ne partira pas, il ne partira pas. Nous ne sommes pas chez nous. C'est pas un département français. Ouais. C'est pas une préfecture. Exactement. Donc cette attitude-là de surplomb, de double standard en disant ce qu'on accepte au Tchad, on l'accepte pas ailleurs. Et puis nos amis africains disent vous nous faites des reproches sur les droits de l'homme, sur la démocratie. Vous êtes bien moins tatillon avec l'Arabie Saoudite sur ces sujets-là. Vous êtes bien moins tatillon avec la Chine. Donc moi je pense que la meilleure façon de respecter nos partenaires africains, c'est de pas avoir de double standard. C'est-à-dire qu'on n'exige pas plus des Africains qu'on exige de l'Arabie Saoudite et de la Chine. Et au moins c'est cohérent. Et ça, ce double standard, il nous fait très très mal. Il nous fait très très mal parce qu'il sape notre légitimité à prendre la parole et à être une voix autorisée. Et puis il y a un dernier point qui est vraiment fondamental, et là il va falloir, et qui est l'héritage des deux premiers du reste, et qui est surtout l'héritage de la mission civilisatrice de l'homme blanc. C'est qu'il va falloir arrêter ce concept de développement. Nous ne sommes pas en charge du développement du continent africain. Ça n'est pas la mission de l'Occident, c'est la mission des Africains. Nous, ce que nous sommes en charge, c'est nos intérêts, c'est nos valeurs, et c'est de construire des partenariats avec ceux qui veulent faire un bout de chemin avec nous. C'est ça. Donc ce développement, moi, dès que j'entends quelqu'un parler de développement, je sais que c'est une personne qui regarde de haut les Africains et qui dit « je vais vous Sauvons l'Afrique. expliquer comment faire ». Mais ça, vous me rappelez, c'est l'AFD, l'Agence française de développement, vous savez, qui est un organisme français qui fait des investissements dans les pays étrangers, en particulier en Afrique.
Et ce qui est frappant, c'est quand vous discutez avec les Africains sur l'AFD, on vous dit, mais l'AFD fait sa politique d'investissement à elle, c'est-à-dire une politique française, en jugeant ce qui est bon et ce qui est mauvais, alors que c'est pas à elle de décider, ça devrait être à nous de décider des fonds que vous mettez à notre disposition pour faire un certain nombre de développements des infrastructures. On est en plein dedans. Tout à fait. Mais, vous savez, ça me rappelle un proverbe africain, moi, je suis sûr que vous connaissez l'Afrique mieux que personne, vous le connaissez, c'est ce proverbe qui dit que la main qui donne est toujours plus haute que la main qui reçoit. Ouais. Et bien justement, il faut qu'on change ça et qu'on se dise que les deux mains, elles sont au même niveau. Tout à fait. Et c'est la base de l'Afrique du futur, de nos relations avec l'Afrique du futur. C'est la notion de partenariat, c'est ça, c'est d'égal à égal, et on s'entend sur ce qui nous rassemble, c'est ce qui permet de se retrouver, et on accueille l'autre d'égal à égal. Ça, c'est important. Dans les attitudes, c'est important, et d'ailleurs, nos partenaires africains nous ont reproché à plusieurs reprises, notamment à nos présidents français, de ne pas avoir cette attitude d'égal à égal. Bien sûr, Nicolas Sarkozy, avec son discours à Dakar catastrophique sur l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, mais on fait les mêmes reproches au président Macron. Lorsque, à Ouagadougou, en 2017, il fait une blague totalement déplacée sur le président. Très mauvaise, voilà, de très mauvais goût. De très mauvais goût. Et la dernière au Congo aussi. Avec le président Tshisekedi. En 7 ans de rébellion, on est incapable de régler voilà, une rébellion. On n'est pas chez une nous, guerre. Alors que c'est une guerre qui est pire que la guerre qui se passe en Ukraine ou la guerre qui se passe en Israël. Hein. Tout à fait. La guerre du Congo, c'est une guerre qui a coûté plus de morts, largement plus de morts. Largement plus. Largement plus de morts que les autres. On n'en parle pas. Notre président parle d'une rébellion qui n'est pas contrôlée par l'État, alors que tout le monde sait que c'est le Rwanda qui finance le M23 et qui fait toutes ces actions terroristes dans la zone pour pouvoir exploiter les mines de cobalt. Et en plus, au-delà du désaccord que nous pourrions avoir avec le président Tshisekedi, vous êtes invité chez le président Tshisekedi. Mais oui. La courtoisie diplomatique quand même vous invite à ne pas exposer. Pas. Mais non. Donc c'est ça, c'est qu'on peut avoir des désaccords, mais il y a des façons de les exprimer, et surtout pas en public. Et puis il y a eu toute cette... Il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Donc je pense que abandonner cette position de surplomb, le double standard en matière de politique étrangère et d'exigence sur les droits de l'homme et la démocratie, ça aussi c'est à abandonner. Développement, quand on aura compris qu'on n'est pas en charge du développement des autres, on est en charge de la promotion de nos valeurs, de nos intérêts, et on construit des partenariats dans ce cadre-là, on va enfin pouvoir reconstruire quelque chose avec l'Afrique. Mais malheureusement, je ne trouve pas que ça évolue dans le bon sens. Et puis, ce que je disais précédemment, c'est que le fait qu'on ait de moins en moins d'échanges humains avec le continent africain fait que ce lien se perd. Parce que pour que le lien se crée, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aiment l'autre. Qui aiment l'autre. Et d'ailleurs, vous aviez des coopérants qui se mariaient avec des Africains et des Africaines, et vice-versa. Vous avez des étudiants africains qui fondent une famille en France. C'est ça la relation entre deux espaces géographiques. C'est aussi ça. Et aujourd'hui, côté français, quand on entend tout le discours mortifère au niveau politique sur le grand remplacement, il y a des réalités objectives de migratoires. Il va falloir que nous gérions ce défi-là sur les 20 ans à venir. Et c'est pas en nous repliant et en faisant peur à tout le monde qu'on va y arriver. Et c'est plutôt en créant du lien avec nos conditions, mais en créant du lien. L'ambition, c'est de créer du lien. C'est vraiment ça. Surtout, alors, pour donner un chiffre pour nos auditeurs, les gens ne savent pas en général, on ne sait pas qu'en Afrique, il y a des mouvements migratoires dans tous les sens. Au nord, du sud vers le nord, mais de l'est vers l'ouest, de l'ouest vers l'est. Parce que pourquoi ? Les gens des pays pauvres vont vers les pays riches. Mais il y a aussi des pays riches en Afrique. Hein. Quand vous êtes au Mali, vous pouvez aller au Sénégal, vous pouvez aller en Côte d'Ivoire, ou vous pouvez aller vers le nord. 10% des migrants africains veulent aller vers le nord, vers l'Afrique du Nord et vers l'Europe. Rendez-vous compte, simplement 10%. Tout le reste, ça se passe entre les pays africains. Ça, personne n'en parle. Exactement. Si, et je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un refus total de la réalité culturelle des zones où nous sommes allés. Il y a des populations, en Afrique, vous avez des populations qui sont, sur le plan culturel, avec un niveau intellectuel. Vous avez aussi au niveau de la religion, sur le niveau intellectuel ou sur le niveau culturel. Sauvons l'Afrique. Au niveau historique ou religieux, vous avez des populations qui ont une histoire extraordinaire. Les Dogons du Mali
pour ceux qui s'intéressent, ont une métaphysique qui est aussi pointue, aussi élevée que les meilleures des métaphysiques occidentales. Hein, je prends le Mali, mais on peut prendre les soufis du Sénégal, puisqu'on parlait du Sénégal, vous les connaissez bien. Au point de vue religieux, excusez-moi, l'islam soufi au Sénégal, c'est de la très très haute spiritualité. Hein, ça vaut les plus grands saints de la des religions chrétiennes. Donc, il faut arrêter de croire qu'il n'y a que chez nous qu'on a la science infuse et que les autres, non. Non, c'est pas vrai. Et il faut arrêter ça. Il faut repartir, c'est ce que vous disiez, sur un partenariat au même niveau. Alors, c'est pas facile. Hein. Mais non, parce que la remise en question, elle nous incombe à nous, occidentaux. Exactement. Pas les Africains, ils avancent. C'est pas eux qui se remettent en cause, c'est à nous. Donc c'est pas forcément agréable, c'est difficile, mais elle nous incombe à nous. Et ce que nous faisons systématiquement, c'est que nous rejetons la faute sur l'autre. Mais je pense qu'on a besoin de faire un peu cette introspection et de se dire, on va tout remettre à plat et repenser ça. Moi, je fais une capsule vidéo sur LinkedIn il y a quelques semaines où je disais, en fait, le défi pour la diplomatie française, c'est de passer d'une diplomatie de puissance à une diplomatie d'influence. La diplomatie de puissance, c'est ce que vous disiez, c'est qu'on s'appuyait sur le fait qu'on pouvait contraindre. Même si on ne contraignait pas, la menace de pouvoir contraindre suffisait. Et donc, on avait une diplomatie qui était fondée sur ça. Désormais, il faut qu'on ait une diplomatie d'influence, c'est-à-dire qu'il va falloir convaincre. Et nous n'avons plus la contrainte comme arme à notre disposition. Et c'est une reprogrammation du logiciel. C'est-à-dire que d'aller convaincre et de se dire de toute façon, si je ne convainc pas, je ne peux pas contraindre, nous n'en avons pas l'habitude, c'est pas notre culture. Et nous avons besoin vraiment de revoir notre logiciel là-dessus, sinon nous allons perdre de l'influence. Sinon, nos amis d'hier et encore d'aujourd'hui nous tourneront le dos demain en disant on vous aime bien, mais vous n'êtes pas au rendez-vous. Vous n'êtes pas au rendez-vous. Et puis, dans la compétition internationale, on le voit, nos compétiteurs, eux, ils occupent l'espace, c'est-à-dire que notre faiblesse ouvre le champ aux autres. Notamment dans le Sahel, on accuse souvent les Russes de faire de la désinformation, etc. Oui, ils en font. Mais ils exploitent d'abord notre faiblesse. Exactement. C'est-à-dire que le champ qu'ils occupent a d'abord été laissé libre par la France. C'est d'abord ça le problème. Après, bien sûr nous devons aussi nous défendre. Mais c'est d'abord ça le problème. Donc de toujours stigmatiser les Russes, en attendant, on ne va pas à la racine du problème qui est nous. La racine du problème, c'est nous. Donc on a vraiment besoin de faire cette reprogrammation. C'est une révolution intellectuelle, c'est une révolution culturelle. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que ça peut, pour ceux qui connaissent l'histoire, notamment en Chine, ça rappelle pas des bonnes époques, mais au sens premier du terme, c'est vraiment ça. Et je vois j'ai un ami qui dit il y a une dérive des continents, c'est-à-dire que nos continents s'éloignent entre l'Afrique et il a raison. Et c'est progressif, c'est pas toujours visible jour le jour, mais c'est une réalité. Vous disiez tout à l'heure que les coopérants français avaient baissé de 15 fois, c'est ça, réduit de 15 fois. Bon, ce qui est frappant, c'est que les Français étaient la population la plus importante expatriée en Afrique il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, c'est plus les Français, c'est les Chinois qui nous ont remplacés et qui sont la population la plus importante. Parce que ce sont des commerçants et ils jouent sur l'économie. Donc là, on se dit effectivement, est-ce que sommes-nous capables, et comment faire en France pour changer les mentalités? Alors, parce qu'il y a un problème de politique, mais il y a un problème de formation aussi. Dans nos écoles, il faut qu'on change la mentalité de tout le monde. On s'inscrive dans un nouveau logiciel qui fasse qu'on soit un peu moins arrogant et convaincu de notre génie pour se dire qu'on est au même niveau que les autres et que dans la compétition, c'est les meilleurs qui gagnent. Alors, on a une ressource extraordinaire en France qu'on n'exploite pas du tout, c'est les diasporas africaines. C'est vraiment une ressource extraordinaire. Moi, il y a quelques années, avant le sommet de Montpellier, j'avais eu l'occasion de faire un papier pour la cellule, ce qu'on appelle la cellule Afrique de l'Élysée, et j'avais dit l'ambition africaine de la France commence sur notre territoire national. Excusez-moi de vous dire, là aussi c'est très frappant. Il y a la cellule africaine. À l'époque du général de Gaulle, de Pompidou, de Giscard, il y avait Foccart, il y avait Foccart et ses équipes qui étaient complètement en permanence en lien avec tous les pays africains. On a eu Penn après qui a remplacé. On a eu une cellule africaine qui a continué avec le président Mitterrand, avec tout le monde. Et puis elle a continué jusqu'à Chirac d'ailleurs. Et puis après, la cellule africaine, elle a disparu peu à peu. Aujourd'hui, elle est noyée
Il n'y a plus de cellules africaines spécifiques, qui montre bien qu'on ne traite plus l'Afrique comme une zone spécifique, parce que dans le fond, l'Afrique, c'est quoi? C'était notre profondeur stratégique à nous. Hein. Nous, c'est pas l'Amérique du Sud, c'est pas l'Asie, c'est pas nous, on n'est pas là-dedans. Hein. Le seul endroit où on avait quelque influence et des possibilités de développement économique, c'était l'Afrique. L'organisation institutionnelle en dit long, effectivement, sur les ambitions. Et typiquement, vous parlez de la cellule Afrique, c'est François Hollande surtout qui a voulu normaliser cette... Donc il a replacé la dite cellule Afrique sous l'autorité du conseiller diplomatique. Ils sont passés de 3 à 2. Alors déjà à 3, ils n'y arrivaient pas, à 2, n'en parlons pas. Encore moins. Et on voit bien aujourd'hui que les sujets africains, l'agenda africain, ça occupe quand même la France, mais ils n'ont pas les moyens de le traiter. On ne se donne pas les moyens ni l'ambition. Donc effectivement, l'organisation institutionnelle en dit long. Mais vraiment, je pense que sur les diasporas africaines présentes en France, et je dis les diasporas au sens très large du terme, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont la double nationalité, ceux qui ont que la nationalité française et qui sont d'origine africaine, mais aussi les Africains qui sont présents en France et qui n'ont pas la nationalité française. Et ces diasporas africaines sont une ressource extraordinaire pour les institutions françaises, pour le monde de l'entreprise. Et dans les institutions françaises, vous en voyez beaucoup, vous ? Je veux dire, il y a un moment où il faut se poser la question. C'est ça la réalité. Dans la diplomatie française, ça commence à peine à arriver. Donc on a un vrai sujet là aussi, parce que cette ressource, nous l'avons. Les Américains savent très bien utiliser leur communauté. Les Américains, ils le font parfaitement. Ils l'ont fait très très bien au Burkina Faso à l'époque où Blaise Compaoré a chuté. Ils avaient un ambassadeur d'origine congolaise. Ils ont parfaitement joué là-dessus. Ils ont su en jouer. Nous, en France, on dit... Oui, mais vous savez, c'est compliqué, c'est des gens qui ont encore des attaches en Afrique, donc c'est une vulnérabilité si on les rentre dans le système institutionnel. Peut-être, mais regardons d'abord les avantages avant d'avoir peur. Regardons d'abord les avantages. Et puis, ce que je dis toujours, c'est que la France a depuis très longtemps une part d'identité africaine, depuis très longtemps. Et encore plus aujourd'hui. Et nous devons la valoriser. Nous devons la valoriser. C'est très clairement un atout extraordinaire pour exister en Afrique. Et aujourd'hui, dans le discours politique, je n'entends pas cette ambition-là. Je ne l'entends pas. Les diplomates qui partaient en Afrique étaient des diplomates qui faisaient carrière en Afrique. C'est-à-dire qu'on partait d'un pays africain, on allait dans un autre pays africain. Ils connaissaient l'Afrique comme leur poche. Ils avaient remplacé avant les administrateurs coloniaux de l'époque coloniale, qui aussi étaient formés dans une école française spécialisée qui les formait pour travailler sur l'Afrique. Résultat, c'était des gens qui... Sauvons l'Afrique. Connaissaient l'Afrique comme leur poche et qui avaient des relations avec l'Afrique parce qu'ils la connaissaient, ils la comprenaient, parce qu'avec le temps, évidemment, plus le temps passe et mieux on comprend. Aujourd'hui, le drame, c'est qu'on prend des gens, on les envoie, ils n'y connaissent rien. Alors, quelle que soit leur qualité, leur intelligence, leur capacité, ça ne met pas du tout en cause leur valeur personnelle. Les institutions françaises étaient organisées de manière bicéphale quand il y avait le ministère de la Coopération. Oui. C'est-à-dire que ceux qui faisaient carrière en Afrique, c'était surtout ceux du ministère de la Coopération. Oui, mais et le point d'entrée institutionnel de tous nos partenaires africains, c'était le ministère de la Coopération. Exactement. Quand il a été absorbé par le ministère des Affaires étrangères en 2000, ça a été perdu. Et ça a été perdu, doublement perdu, parce que traditionnellement au Quai d'Orsay, les carrières africaines ne sont pas des carrières nobles. Donc on avait laissé ça au ministère... un autre problème. Voilà. On avait laissé ça au ministère de la Coopération, et quand on a absorbé le ministère de la Coopération, on a dit les carrières africaines sont restées secondaires dans le cursus du Quai d'Orsay, mais surtout toute cette génération de gens qui avaient fait une grande partie de leur carrière en Afrique sont désormais tous partis à la retraite, et il n'y a pas de véritable relève. Et aujourd'hui, au Quai d'Orsay, les carrières nobles, ce qui vous permet d'accéder ensuite aux hautes sphères du Quai d'Orsay, ne passent pas par l'Afrique. Exactement. Elles ne passent pas par l'Afrique. Mais ça montre bien, ça confirme, si vous voulez, tout ce qu'on dit depuis le début de cette émission, qu'en définitive, l'Afrique n'est pas ou n'est plus un objectif majeur de la politique française. Et alors, du coup, c'est pas étonnant de voir ce que nous sommes en train de vivre, à savoir qu'on perd pied et on s'en va. Et je pense que des diplomates qui font carrière en Afrique, et en particulier dans les pays francophones, et qui réussissent, sont des diplomates de talent. Parce que quand vous êtes dans un pays francophone en Afrique, vous êtes très exposé, on attend beaucoup de vous, oui. Le poste est difficile. Parfois, dans certains autres pays en dehors du continent africain, quand vous êtes diplomate français, vous êtes totalement anonyme. Il n'y a pas d'enjeu. Oui. Il n'y a pas d'enjeu. En Afrique francophone, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Ce sont des postes difficiles parce qu'exposés. Et donc, au contraire, ça devrait être valorisé. Alors, je n'oublie pas
que certains pays ont des conditions sécuritaires compliquées, que quand vous avez une famille, bref, pour une carrière d'un diplomate, il faut le prendre en considération. Mais je pense que d'un point de vue professionnel, des diplomates qui réussissent en Afrique, et en particulier en Afrique francophone, sont vraiment des diplomates à promouvoir, parce que ce sont des diplomates qui savent faire face à des postes exposés. Ça n'est pas le cas, c'est pas la conception qu'il y a au Quai d'Orsay, parce que ça s'explique historiquement. Et aujourd'hui, si on décidait de revaloriser les carrières africaines, ça serait vraiment le signal que on réinvestit le champ africain. Aujourd'hui, on fait le contraire, on a fermé notre ambassade à Niamey. Il n'y a pas de précédent en dehors de pays en guerre où on ferme notre ambassade. Le Niger n'est pas un pays en guerre. On a fermé notre ambassade et c'est perçu comme étant une mesure punitive. C'est ridicule. Donc là, une nouvelle fois, on va exactement sur les créneaux qui sont contre-productifs pour notre influence, qui renforcent l'idée des jeunes générations africaines que les Français ne sont pas capables de réviser leurs logiciels et de les traiter d'égal à égal. Et c'est punitif, alors que nous devrions... Le paternalisme, comme le colonialisme, c'est fini, il faut Nous l'admettre, devrions c'est terminé. redoubler d'efforts. Nous avons eu un moment très difficile, il faut le dire, au Niger, après le coup d'État. Ouais. Nous devrions redoubler d'efforts pour recréer du lien. C'est ça notre effort que nous devrions produire, plutôt que de dire puisque c'est ainsi, nous allons vous punir. Nous sommes partis. On a laissé le champ libre, les Américains l'ont exploité avec un cynisme total, en même temps que nous étions, nous, poussés vers la porte. Et puis les Marocains sont arrivés, viennent de rafler la mise. Donc ça veut dire que ça va être dur de revenir. Ça va être dur, et c'est pour ça que je dis il faut redoubler d'efforts, il faut accepter l'idée qu'on s'est trompé. Mais comme on est dans le déni, je veux dire, repenser une ambition diplomatique, c'est d'abord reconnaître sa défaite. Il faut commencer par, c'est la première étape. Et puisqu'on est toujours dans le déni, c'est toujours la faute des autres. Nous, on a bien fait, c'est les autres qui ne nous comprennent pas. Donc, on n'est pas prêt de réformer cette ambition diplomatique, mais pourtant, c'est absolument nécessaire. Et avec le Niger, ce qui me semble absolument essentiel, c'est de redoubler d'efforts pour recréer du lien, recréer des canaux, de façon à ce qu'on puisse renouveler notre présence diplomatique au Niger. Et même si nous avons des désaccords fondamentaux avec la junte, c'est ça l'essence de la diplomatie, c'est ça la subtilité de la diplomatie, c'est qu'on conserve le lien malgré les désaccords. Je crois que on vient de faire un bon tour d'horizon, j'en suis très content. Et merci Laurent Bigot d'avoir accepté de venir partager vos idées, votre perception avec nous, parce que on vient de faire vraiment un bon tour d'horizon sur une situation qui peut s'améliorer, et c'est là vous donner des messages d'espoir, qui peut s'améliorer, mais qui implique une véritable remise en cause, parce que pour le moment, nous sommes en train de perdre pied, et il faut bien le dire, il n'y a pas de signe avant-coureur de cette nécessaire remise en cause que nous venons d'évoquer, qui est une nécessité, parce que l'Afrique, ne l'oublions pas, est une nécessité pour la France, l'Afrique francophone, parce qu'elle reste, ce que je disais tout à l'heure, sa profondeur stratégique au niveau mondial, parce que nous n'en avons pas ailleurs, quoi qu'on en raconte, même dans l'océan Indien et dans l'Indo-Pacifique, où là notre présence est peut-être forte au niveau surface, mais très faible au niveau impact réel. Et je pense qu'il y a un message pour les entreprises françaises aussi. Allez-y. C'est très important. Les entreprises françaises aussi doivent faire leur évolution. C'est-à-dire que le marché africain, c'est la Chine de demain. La démographie, c'est mathématique. Ouais. Tous ces gens, quelles que soient les difficultés, les crises qu'il peut y avoir, vont avoir besoin de se loger, vont avoir besoin d'électricité, d'eau, de consommer, de loisirs, etc. Les marchés africains, tous, qu'ils soient francophones ou en dehors, sont déjà en train d'exploser. Si nous ne sommes pas présents aujourd'hui, dans 10 ans, le coût d'entrée sera multiplié par 100, par 150. Associez-vous avec des Africains qui ont l'expertise, la connaissance. Déjà, quand vous n'avez même pas la connaissance des langues nationales, comment voulez-vous comprendre le pays? Si vous parlez français au Sénégal, mais si vous ne parlez pas Wolof, vous ne comprenez rien de ce qui s'y dit. Exactement. Vous ne parlez pas Bambara au Mali, ça ne sert à rien. Et vous arrivez à un niveau de granularité en s'associant avec les Africains qui vous permet d'avoir une véritable expertise. Vous êtes représentant d'une marque, vous devez pouvoir mesurer l'acceptabilité de votre marque. Comment vous faites pour être africain avant d'être perçu comme étant français? Et ça, vous ne le faites qu'en association avec des entreprises africaines. Il faut aller là-bas sur place. Exactement. L'époque de l'export des produits depuis la France vers l'Afrique sous prétexte que c'est bon pour nous, donc c'est bon pour eux, c'est fini. Une fois de plus, il faut aller sur place, il faut vivre sur place pour développer les affaires. Votre remarque complète bien tout ce qu'on vient de dire, parce que on disait, il y a des opportunités, mais là encore, il faut réviser complètement notre mode de pensée, notre mode d'action. Vaste programme, comme a dit le général de Gaulle, mais riche d'espoir si on veut se relancer.
Merci pour cette émission sur l'Afrique. C'est une émission que nous dédions à nos auditeurs présents et qui vivent en Afrique. Et nous savons, vous êtes nombreux à nous suivre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission sur l'Afrique. Merci. Au revoir. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt. Le Congo ne tombera jamais.